Donc c'est parti pour la seconde table ronde de l'après-midi, donc les Capri TV. Nous venons d'accueillir plus exactement donc, notre quatuor pour l'après-midi, donc sur notre table ronde autour de la conjoncture caprine. J'imagine une table ronde qui va intéresser. Donc je vous présente rapidement, au moins pour donner vos noms. Donc David Edge, vous êtes représentant de Lactalis. Et de la FNIL. Et de la FNIL, c'est ça. Jackie Salangarde, mais il n'y a plus besoin de le présenter, tout le monde dans le monde de la chèvre le connaît. Donc Jackie, représentant des producteurs à la NICAP, c'est ça, et président de la FNEC. Voilà. Jean-Baptiste Moreau, vous êtes député de la Creuse? Oui, tout à fait, député de la Creuse et éleveur bovin-viande. Très bien. Et puis donc Michael Lamy, représentant donc de Eurial, la branche d'Agrial. Donc il va juste falloir que vous passiez le micro. On en a 3, vous êtes 4. Voilà. Donc bonjour à tous les 4. Donc la conjoncture caprine, peut-être, est-ce qu'on peut brosser rapidement, peut-être Jackie, les premiers indicateurs, qu'est-ce qu'on peut dire de cette conjoncture caprine aujourd'hui 2021, et puis on reviendra un petit peu peut-être sur l'histoire de cette année 2020, qui est une année un peu atypique. Oui, merci Christelle, merci tout d'abord à mes deux collègues d'être là avec moi et surtout au député Jean-Baptiste Moreau. Sans lequel on n'aurait pas eu la fameuse loi Egalim 1 et la Egalim 2 fait suite à la Egalim 1. Je tiens à le dire parce que on ne le dit jamais, je pense assez. Depuis les lois Pisani, il n'y avait pas eu un président de la République et une Assemblée nationale qui soit capable et qui ait eu la détermination d'aller travailler sur une loi qui soit en faveur de l'agriculture et en profondeur, en profondeur d'ailleurs, complètement. Voilà, donc merci pour tout le travail, Jean-Baptiste, que tu as pu faire pour les agriculteurs et pour la filière, les filières en général, parce que ce n'est pas la filière caprine qui est là, mais j'aime bien le redire parce que je trouve que c'est des choses qui doivent être dites et qui doivent être entendues. On va y revenir, Jackie, tu vas pouvoir féliciter. Après, sur les chiffres, la filière, elle ne va pas trop mal. La filière laitière, elle ne va pas si mal que ça. Elle a passé, comme tu l'as dit, une année 2020 un petit peu difficile, mais où très franchement, il y a eu une solidarité. Alors, il ne faut pas passer de parler d'autre chose, mais il y a eu une réelle solidarité à la fois des industriels entre eux et à la fois des industriels pour les éleveurs. On n'a pas jeté de lait. On a été capable de collecter du lait qui n'était pas destiné dans les laiteries, que ce soit chez les privés ou chez les coopérateurs. Donc ça a été vraiment quelque chose de très bien. Et la filière, dans le cadre de la NICAP, a suivi ces travaux-là. Enfin, on avait une réunion à NICAP tous les mercredis. Donc voilà, on faisait le point. Et très franchement, ça s'est très bien passé. On a une filière qui, depuis la grande crise, comme tu le sais, puisqu'il y a assez longtemps, comme tu l'as dit, qu'on se connaît, des années 2010, a su se stabiliser, a stabilisé ses volumes. Et j'ai souvent, je le dis souvent, je le dis depuis 2010 d'ailleurs, on a géré en quelque part les volumes de lait de chèvre comme les Émirats gèrent en tout cas les volumes du pétrole. Et je dis souvent, on est l'OPEP du lait de chèvre. Et c'est vrai que c'est dans ce cadre-là où on peut avoir un équilibre entre les volumes et le marché. Et tant qu'on aura cet équilibre-là entre les volumes et le marché, on aura gagné. Le jour où il y aura quelqu'un qui voudra faire le malin et qui ira au-delà de ça et qui redéséquilibrera le marché se cassera la figure. Donc malgré une année 2020 donc un peu atypique avec un marché désorganisé, on termine l'année comment? On termine l'année bien, on termine l'année sur une année qui va ressembler à l'année dernière. Voilà, l'année dernière, on va terminer sur à peine 1% d'augmentation de la collecte. Ça, on a les importations qui ont énormément baissé depuis d'année en année, elles baissent. Alors bon, c'est structurel, on peut y revenir. C'est pas un hasard non plus si les importations baissent en France. C'est parce qu'on a tout simplement les entreprises qui sont autour de la table, qui toutes ont investi dans ces pays-là et que dans les pays où on achetait beaucoup de lait, où on faisait venir du lait, et qui en fait régulent en quelque part un peu, ou en tout cas servent de régulateurs dans ces pays-là. Et de ce fait, on a une comptabilité matière qui est un petit peu différente. Mais n'empêche que l'arrivée sur le marché français fait qu'on a des volumes qui ont baissé. Et on a quand même, j'ai été beaucoup critiqué, entre autres par la FNIL, par votre directeur, monsieur Davy, il y a quelques années en arrière, lorsque j'ai dit qu'il fallait que la filière caprine aille, même vous m'avez critiqué, même un peu moins, pour le coup, là, sur du lait français. Et aujourd'hui, c'est très clair
que le produit France, il n'y a pas qu'un Caprin, le produit France, et merci encore une fois d'avoir résisté à ça. Le produit, l'estampille France fait que voilà, ça va très bien. D'accord. Genre 80% du lait fait du fromage quand on consomme en France. Ok. Voilà. Davy, comment vous, l'année 2020 s'est passée et cette année 2021 en cours là se passe et comment qu'est-ce que vous ressentez en fait dans les entreprises en termes de relance de la production sur cette fin d'année 2021, donc 2020, début 2021 et aujourd'hui? Oui, au niveau des industriels privés, bon, l'analyse est un peu la même. Je partage les éléments de Jackie. La situation au niveau des marchés s'est assainie. On a passé une année 2020 quelque part un peu atypique au niveau des marchés avec un recentrage sur les valeurs refuges au niveau des fromages comme la bûchette. Tout ce qui est restauration hors foyer et tout ce qui est export a souffert. Et 2021, on a essayé de redresser avec les entreprises ces marchés au niveau de l'export. On n'a pas encore réussi totalement à revenir sur les niveaux de 2019. Donc voilà, mais la collecte, oui, on est autour de 1% en moyenne. Donc avec des disparités entre les régions, on continue à installer des producteurs. On a une grosse problématique toujours de renouvellement des générations et on s'y attache avec nos producteurs dans le cadre des liens avec nos organisations de producteurs. Donc cette approche-là permet de maintenir, je dirais, la dynamique au niveau des volumes pour entretenir la demande au niveau du consommateur sur les marchés. Donc nous, au niveau des entreprises, on continue à avancer sur cette filière chèvre pour entretenir une dynamique volume, mais aussi une dynamique prix. On en parlera peut-être plus en détail là-dessus pour chercher de la valeur ajoutée. Et on a besoin évidemment des pouvoirs publics, de l'appui de la législation pour aller chercher cette valeur ajoutée et la partager. D'accord. Michael, peut-être? Oui. Du côté coopératif, ça s'est passé comment ces années? On joue sur le même terrain de jeu, donc, ouais. Donc même... Les constats sont les mêmes? Même constat, une année 2020 et un premier semestre 2021 où nos débouchés ont été chamboulés avec un boom, une forte hausse de la consommation en libre service liée au confinement qui a été un peu salutaire puisque ça nous a permis de réorienter tous les produits qui allaient vers la restauration hors domicile et qui là étaient tombés quasiment à zéro. Donc sur le premier semestre 2021, voilà, la conso en libre service a encore été très très forte. Bon, d'accord. Depuis depuis mai-juin, on le voit sur les panels, la consommation sur ce réseau-là est plutôt en retrait, mais encore correcte versus 2019. D'accord. Et puis progressivement, on retrouve petit à petit nos débouchés historiques sur la restauration hors domicile, sur l'export. On n'est pas encore tout à fait revenu au niveau d'avant Covid, mais on s'en approche. Donc grosso modo, je veux dire que côté aval, on aura passé la phase Covid sans être mis trop en difficulté. D'accord. Et une année 2020 où les choses repartent plutôt bien, quoi. 2021, sur le plan 2021, pardon, sur le plan des marchés. Voilà. Et ensuite, la collecte cette année a été un poil en retrait par rapport à ce qu'on avait imaginé. Au printemps, pour du coup ? diverses raisons, des conditions climatiques, peut-être suite aussi à un certain nombre de conduites de troupeaux en lactation longue qui ont été menées en lien avec la problématique chevreau. Donc une collecte un petit peu moindre sur le premier semestre. On sent un petit regain là à l'automne avec des démarrages de production qui sembleraient plutôt corrects. Donc on est confiant pour l'année 2021 pour retrouver une collecte, on va dire, à l'équilibre plus et en phase avec nos besoins. Ce qui est central et ce qui est important, c'est que voilà, il y a un point de conjoncture que les uns et les autres on surveille comme le lait sur le feu, c'est le stock de cahiers et le stock de produits de report, quoi. Et là, on est sur un stock outil qui est correct, qui nous permettra de passer l'hiver, mais qui nous permet d'être serein pour les perspectives à venir, quoi. D'accord. Donc... Et puis rappeler quand même, parce que ça a été dit, c'est qu'on est, en termes de conjoncture, on est quand même aussi sur une dynamique grâce notamment aux EGalim et aux EGA1, et la filière, parce qu'on a joué collectif, on a quand même pleinement profité avec un an de retard, parce qu'on aurait dû dès 2019 en avoir des retours. Malheureusement, sans doute on s'était mal organisé et on n'en a pas bénéficié dès 2019. Par contre, avec le travail collectif, et je dis bien le travail collectif,
des uns et des autres, on a réussi quand même à aller rechercher de la valeur sur 2020 et 2021, ce qui a permis de faire progresser le prix du lait d'environ entre 30 et 50 euros sur les 2 dernières années, quoi. Et on peut dire qu'aujourd'hui, c'est quand même salutaire. Au travers, même si le travail n'est pas fini, et on va en parler, Oui. c'était salutaire en lien notamment avec la hausse des coûts de production qu'on observe, parce que voilà, on a le Covid, on l'a plutôt bien passé d'un point de vue industriel, commerce, etc. Ce qu'on n'avait pas vu venir et ce qui pourrait nous affecter de façon plus forte, c'est les conséquences qu'il y a aujourd'hui de cette déstabilisation de toute l'économie et de l'inflation qui repart sur avec, les charges d'exploitation. sur les charges d'exploitation et les charges au niveau de la transformation. Jackie, peut-être c'est à vous de nous en dire un peu plus là, sur ces charges qui sont en augmentation sur les élevages. Et effectivement, donc, même si, comme le dit Michael, plus 30 à plus 50 euros des 1000 litres sur les 2 dernières années, est-ce qu'aujourd'hui, ça le fait? Est-ce qu'on est à ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut un peu plus? Comment ça se passe, quoi? Non, on était à ce qu'il fallait globalement jusqu'à juin de cette année. Il faut savoir reconnaître la vérité. Aujourd'hui, on est sur des augmentations qui ont attaqué globalement depuis juin. Et on est sur quelque chose qui est entre 7 et 8% d'augmentation de charges sur les 6 derniers mois. L'IPAMPA, c'est ça, serait à plus 7, oui, plus 8%? C'est ce que fait l'IPAMPA et c'est ce que font toutes les données qu'on a d'un petit peu partout. Et, alors je sais bien que ce n'est pas le mot, mais à dire d'expert. N'empêche qu'il va falloir aller chercher une répercussion. J'ai dit tout à l'heure dans mon discours d'inauguration où je pense qu'à un moment donné, il faut savoir accepter de l'inflation. Et l'inflation, c'est chez le consommateur. Je ne sais même pas d'ailleurs si un pays tel que le nôtre peut se targuer, se vanter de ne pas avoir d'inflation pendant 20 ans. C'est comme ça qu'on a eu des salaires qui n'ont pas bougé pendant 20 ans. Bon, je pense que c'est pas bon. Je ne dis pas qu'il faut 20% d'inflation, comme j'ai connu quand je me suis installé. Mais je pense que 2-3% d'inflation, c'est sûrement salutaire pour tout le monde, et y compris salutaire pour toutes les filières. Et donc, je pense que notre filière aujourd'hui, où je ferai d'ailleurs et j'observerai qu'il y a déjà des distributeurs qui ont augmenté le prix des bûchettes au rayon. De 2, 3, 4 centimes d'euros. Je pense qu'encore le retour n'est pas revenu chez vous. Pourtant, ça existe. J'en ai même en photo là, je pourrais vous les montrer, qui ont pris déjà 2-3 centimes d'augmentation sur les dernières semaines. Donc si c'est possible avant, c'est sûrement possible après. Et il est très clair qu'il y a l'IPAMPA pour nous, parce que je rappellerai juste que la crise de 2010-2012 qu'on a connue, qui était liée à diverses choses, il y avait quand même une augmentation des prix des matières premières en 2010 qui, pour cette filière-là, avait fait une augmentation, on en avait parlé, Christelle, de 130 euros des 1000 litres, alors que la baisse du prix du lait, due à un autre problème que je n'évoquerai pas là, n'était que de 30 euros. Donc le coût des matières premières et le coût de l'inflation qu'il y avait eu avait mis à mal 15% des éleveurs. Voilà, si ça continue comme ça, on ne pourra pas se permettre ça. Alors, très franchement, je crois à la loi Egalim 1 et Egalim 2. Je pense que c'est possible. Je comprends et j'entends bien que les GMS vont essayer de tout faire pour en prendre le moins possible, parce que c'est le jeu du commerce quand on fait du commerce. Mais moi qui ai fait un petit peu de commerce pendant un moment, je peux vous assurer que quand on achète cher et qu'on vend cher, c'est là où tout le monde gagne un peu d'argent. Quand on n'achète pas cher et qu'on ne vend pas cher, tout le monde perd de l'argent ou gagne peu d'argent. Un petit pourcentage d'un gros prix reste toujours un gros chiffre. Le contraire reste toujours un petit chiffre. Donc il faut bien se dire ça, et je pense que tout le monde doit en être tout à fait conscient. Donc Monsieur Moreau, peut-être, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi cette loi, donc Egalim 1 et dans son prolongement Egalim 2, peut être aujourd'hui aux côtés de la filière pour rémunérer le travail des agriculteurs et prendre en charge du coup cette augmentation des charges? C'est toute l'essence de l'élaboration de la loi, justement, c'est de ramener du revenu chez les agriculteurs, puisqu'on sait très bien que, notamment depuis la LME, la loi de modernisation économique, qui avait été adoptée dans les années 2000, entre 2000 et 2010,
En fait, on avait mis un mécanisme hyper pervers en place qui faisait que la grande distribution vendait le moins cher possible, prenait sa marge, donnait ce qui restait à la PME ou à l'entreprise agroalimentaire, qui elle aussi prenait sa marge, et enfin, à la fin, il restait ce qui restait à l'agriculteur, c'est-à-dire souvent pas grand-chose, et de toute façon, un prix qui ne suffisait pas à couvrir les coûts de production. Alors, je sais que c'est le mécanisme de la politique agricole commune au départ, puisque la politique agricole commune voulait mettre à disposition des consommateurs des prix des produits agricoles le moins cher possible. Je pense qu'il faut sortir de cette logique-là qui est extrêmement perverse, comme l'a dit Jackie juste avant. Cette politique d'expliquer aux consommateurs que nourrir ne coûte rien. Il faut savoir que la part d'alimentation, elle n'a cesse de baisser depuis les années 80 dans le budget des ménages. Elle est aujourd'hui à peine 10% du budget des ménages, alors qu'elle a été auparavant jusqu'à 30% du budget. Donc il faut expliquer aux consommateurs qui de plus a de plus en plus d'exigences vis-à-vis des normes de production, de la qualité des produits qu'ils consomment, de la qualité de l'élevage, de la prise en compte de l'environnement qui est sans doute essentiel, hein, et de la prise en compte du bien-être animal et autres. Il faut lui expliquer aux consommateurs que tout ça, ça a un coût, qu'on ne peut pas mettre en compétition des produits qui satisfont à ces normes-là avec des produits qui ne satisfont aucune norme, qui sont bien souvent les produits issus d'autres agricultures extra-européennes, voire même parfois intra-européennes, où les normes sont des fois un peu différentes. Donc le but d'Egalim, c'était d'inverser la logique, de partir du coût de production de l'agriculteur, et puis de répercuter tout au long de la filière jusqu'au consommateur ces coûts de production. Donc sur la filière caprine et sur les filières laitières en général, l'Egalima a relativement bien fonctionné puisqu'il y avait déjà une structuration et il y avait déjà depuis longtemps une contractualisation qui était mise en place et une contractualisation obligatoire dans un certain nombre de domaines. Et comme le disait Jackie, il y avait déjà une régulation de la production, parce que ça aussi, c'est pas un gros mot. La régulation de la production, quand elle est organisée par l'Europe pour l'État, souvent elle est inefficiente et pas du tout adaptée. Par contre, organisée par l'interprofession et par la profession elle-même, là elle est pertinente et là elle est efficace. Et il faut se dire les choses. Aujourd'hui, si on veut des prix suffisants, il ne faut pas être en surproduction permanente, parce que la surproduction entraîne une baisse des prix payés à l'agriculteur. C'est clair, et dans toutes les filières, on doit arriver à mettre ça en place. Alors, la filière caprine est exemplaire à bien des égards, et notamment de ce point de vue-là, où elle a déjà su organiser la régulation de la production depuis longtemps et organiser, on va dire, la raréfaction, même si ce n'est pas forcément le bon terme, mais disons qu'elle a su adapter l'offre à la demande. Et ça, je veux dire, aucune loi. Une loi, c'est une boîte à outils. Moi, je ne connais pas de clé à molette qui dévisse des boulons toute seule. Donc, la boîte à outils, elle doit être utilisée par la profession et par les interprofessions pour les aider, pour aider à inverser le rapport de force avec la grande distribution qui pressure les prix, mais qui pressure aussi bien les agriculteurs que les PME. Hein. Je vois mon voisin de gauche qui est forcément d'accord avec ça sur le danger. On a rendu dans Egalim 2, parce que certaines filières, on a vu qu'Egalim 1, ça ne suffisait pas. Ça n'allait pas au bout. Et donc, on a rendu la contractualisation obligatoire dans toutes les filières. Avec des filières qui, comme la filière caprine ou les filières laitières, ont l'habitude de cette contractualisation, mais d'autres, comme la filière viande bovine, qui est à peine à 2% de contractualisation. Donc, le chemin est beaucoup plus grand pour arriver à ça. Mais aujourd'hui, il faut que cette contractualisation, elle ne soit pas un boomerang pour les PME de l'agroalimentaire qui n'arriveraient pas à faire passer ces hausses et les hausses des coûts des matières premières, dont les matières premières agricoles, qui aussi par Egalim 2 sont rendues non négociables. Il ne faudrait pas que ces hausses de coûts que ça va représenter pour les premiers intermédiaires et les entreprises agroalimentaires ne soient pas répercutées à la grande distribution, parce que sinon on prendrait un étau entre le producteur et la grande distribution et ça ne servirait pas à la production finale. Du coup, ce que vous expliquez, donc, c'est que peut-être les filières laitières sont un peu exemplaires, en fait, elles ont déjà beaucoup organisé de choses, donc peut-être que cette loi-là, l'arrivée de cette loi dans une filière qui est déjà organisée, quel impact elle va avoir? Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire que finalement la filière laitière caprine, elle va subir par excellence, c'est-à-dire qu'elle a tellement été excellente avant que du coup cette loi Egalim pourrait ne pas l'amener à voir revaloriser ses prix qui... Si, parce que justement il va y avoir une prise en compte obligatoire des coûts de production et des indicateurs de coûts de production qui sont déterminés au sein des interprofessions. Et là, comme en ce moment où vous avez le prix des engrais, le prix du GNR qui sont en train de flamber, ça ne se traduit pas forcément par une augmentation du prix à l'autre bout de vente du producteur, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que le gasoil augmente que les gens vont consommer plus de fromage. Donc cette loi-là, elle permet une contractualisation et une indexation sur ces coûts de production qui fait que quand les coûts de production flambent, le prix de vente de l'agriculteur doit aussi augmenter en proportion
pour que ça couvre ses coûts de production, parce que c'est pas gravé dans le marbre à tout jamais. Des coûts de production, ils évoluent d'une année à l'autre, et donc ces contrats et ces contrats écrits doivent prendre en compte ce fait. C'est pas juste un contrat avec un prix fixe, mais c'est en prenant en compte des indicateurs de coûts de production. La loi ajoute en fait à l'outil de maîtrise de la production, en fait, un outil de prise en compte des coûts de production. Et c'est ça la base. C'est aujourd'hui, vous n'avez pas un entrepreneur, quel que soit le secteur, qui vend en dessous de ses coûts de production, sinon ça dure pas longtemps. Donc là, aujourd'hui, on veut essayer de faire en sorte que les exploitants agricoles et les agriculteurs soient dans la même situation où ils puissent avoir un prix qui rémunère leurs coûts de production. D'accord. Donc sur les coopératives, donc je crois que la loi Egalim 2, elle impose en fait la contractualisation du producteur avec son premier maillon, donc la coopérative ou le privé. Comment ça se passe? Dites-nous-en un petit peu plus, là, vous, sur comment ça se passe dans vos entreprises. Est-ce que c'est déjà fait parce qu'il y avait déjà des accords interpro? Est-ce qu'on passe une marge supplémentaire, Michael? En termes de contractualisation, nous, au niveau de la coopération, par essence, la contractualisation, elle est là de longue date, hein, puisque tous nos adhérents on contractualise avec leur coopérative. Et quelque part, c'est un CDI. Hein, le règlement, en fait, vos contrats. Et après, pour être en conformité avec la loi, au fur et à mesure que les décrets apparaissent, on se remet à jour au niveau de nos statuts et de nos règlements intérieurs. Mais la contractualisation, voilà, pour la coopération, c'est quelque chose qui est de toute façon qui est dans nos gènes et puis qui était déjà présent bien avant Egalim 1, Egalim 2. Et nous, et pour la filière caprine, ça fait déjà bien longtemps qu'on avait de toute façon, on appelle ça des droits à produire, des droits de commercialisation. Qu'est-ce que la loi emmène en plus alors pour vous qui étiez déjà dans cette contractualisation? C'est une prise en compte dans la détermination du prix qui est déterminée par le conseil d'administration, donc des facteurs d'inflation amont. C'est des contrats de 5 ans, voire 7 ans pour les jeunes, c'est des choses comme ça, et qu'on remet à jour dans nos statuts ou nos règlements intérieurs. Donc la loi, là, plutôt, c'est un outil d'influence aussi, peut-être globale En fait, alors, pour l'industrie privée et les OP, le contexte est peut-être un peu différent, parce que avec les OP, ça se structure depuis moins longue date. Mais nous, nos attendus par rapport à cette loi, c'est surtout l'article 2, au travers de la création de valeur. Parce que Jackie l'a dit, hein, de toute façon, pour retourner de la valeur aux paysans, ça passera par le marché, et ça passera parce qu'on n'est pas sur une île, hein, et on n'est pas non plus dans un monde de bisounours, ça passera par vendre nos produits plus chers, quoi. Donc l'article 2, dis-nous en quoi ça peut... L'article 2, c'est tout le dispositif au travers de la sanctuarisation de la matière première agricole, et puis tout le dispositif qui va rebattre les cartes en termes de non-discrimination des tarifs, l'encadrement des promos, enfin, etc. Parce que l'outil contractuel avec la distribution est relativement complexe. On appelle ça les conditions générales de vente. C'est des dossiers qui sont assez épais, et c'est pas si simple que ça. Et donc là, aujourd'hui, le cadre législatif, on le connaît depuis peu. Nos conditions générales de vente, elles vont partir là à la fin de semaine, puisqu'elles doivent être envoyées aux distributeurs avant le 1er décembre. Donc les équipes n'ont pas chômé pour intégrer tout ce nouveau cadre réglementaire dans nos conditions générales de vente, avant d'aller discuter avec les distributeurs, quoi. D'accord. Donc après, collectivement, on s'est mis en phase au niveau de l'ANICAP pour avoir des indicateurs robustes et reconnus et pertinents, justement pour étayer notre construction de tarifs. Et puis voilà, quoi. Et après, je ne peux pas ne pas évoquer à cette table ronde, je l'ai dit ce matin à M. Moreau, nous l'enjeu aussi quand même, parce que moi j'ai la particularité d'avoir les deux casquettes, hein, en tant que coopérateur, à la fois producteur, mais aussi avec un œil et un regard sur l'activité et la rentabilité de notre outil collectif industriel. Il faudra aussi que nous, au niveau des tarifs que l'on va passer à la distribution, à nos clients, qu'on soit en capacité d'intégrer nos inflations que l'on vit
aussi côté transformateur, Vous, dans les comme outils. dans nos fermes, au niveau des emballages, au niveau de l'énergie, etc. Et c'est un petit peu notre crainte, et on a déjà des retours quand même de la distribution sur le sujet, ou sur la matière première agricole. On sanctuarise, donc on n'y touchera pas. Par contre, nous, si on n'est pas en capacité de sanctuariser aussi nos coûts de transformation, c'est nos comptes d'exploitation qui vont prendre un coup, on ne sera plus en capacité d'investir, on ne sera plus en capacité d'innover, et quelque part, on va paupériser la filière. Et pour avoir un amont fort et créer de la valeur et retourner de la valeur aux paysans, il faut aussi un dispositif agroalimentaire costaud et puissant sur les territoires pour pouvoir relever tous les défis. D'accord. Davy, donc Oui. vous, comment ça se passe au niveau de vos outils? Mais les entreprises privées sont engagées pleinement dans la contractualisation avec leurs organisations de producteurs. Donc on est en train de travailler activement sur la rédaction d'accords cadres qui seront déployés individuellement. On travaille sur la gestion des volumes, mais on n'avait pas attendu après la contractualisation pour encadrer les volumes. On a connu une crise en 2010 majeure sur la filière caprine. Il faut s'en souvenir. On a encadré les volumes avec des outils de régulation et maintenant on écrit quelque part ce qu'on fait. Après, on doit aussi caler des méthodes de détermination de prix du lait qui reposent sur des indicateurs pertinents. Et là, c'est le rôle de l'Interpro de les Ces indicateurs sont dans les contrats que vous signez individuellement avec les producteurs. À la fois sur des indicateurs sur la partie production, mais aussi sur la partie mise en marché. Oui. Donc, toutes les entreprises sont engagées dans cette logique-là. L'intérêt d'Egalim 2, c'est une opportunité. Egalim 1, on a parlé de ruissellement, là on parle de sanctuarisation, mais de sanctuarisation uniquement sur les marques propres. Et là, je pose une question à M. Moreau. Là-dessus, on a une grosse interrogation par rapport aux marques distributeurs aussi, qui représentent une grosse partie de notre marché, à la fois pour les coopératives, mais aussi pour les industriels privés, où on n'a pas cette logique de sanctuarisation. On est plus dans une logique classique de négociation, difficile en soi. Et en plus de cela, et je partage ce que dit Michael, on doit faire valoir nos facteurs d'inflation qui sont importants sur les postes énergie, transport, emballage. Donc on a des inquiétudes. On va déployer sans souci cette nouvelle réglementation. On a l'envie, nos commerciaux feront le maximum et on fera notre boulot vis-à-vis de nos éleveurs. On est en plein partenariat, mais ces inquiétudes sur cette partie MDD et nos facteurs d'inflation ressortent très fortement. Jackie, vous vouliez intervenir? Non, derrière tout ça, tout ce qui a été dit est vrai. Après, j'ai envie de dire, les filières laitières, comme l'a dit Jean-Baptiste Moreau, effectivement, elles sont en quelque part, alors peut-être pas complètement contractualisées, elles sont très organisées par rapport à certaines autres filières. Ce qui faisait que l'idée, en tout cas, de dire on n'a pas attendu à nous organiser, on était effectivement organisé. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'on avait des retours automatiques. Aujourd'hui, ce que fait la loi Egalim 1 et Egalim 2, la loi Egalim 1 a donné les effets qu'on a connus, et comme l'a tout à fait dit Jean-Baptiste, n'ont pas été assez loin, mais la loi Egalim 2 va un peu plus loin et fait en sorte que ça doit devenir un certain automatisme. C'est ça la réalité. Et cette réalité-là, elle ne passera effectivement que par, comme je l'ai dit tout à l'heure, par une inflation sur le prix de vente. Je veux dire, juste rappeler 2-3 chiffres aux gens qui nous écoutent et qui regarderont ce plateau télé plus tard. Les dernières fois, quand on a loupé le coche, entre guillemets, de la première partie de la loi Egalim 1, on est passé que la seconde année. Moi, je vais vous donner la raison. Je ne pense pas qu'on soit été trop mal organisé au départ. Parce qu'on pouvait pas, tout le monde ne pouvait pas rentrer dans l'entonnoir des GMS. Elles ont priorisé les grandes filières parce qu'on parle beaucoup des grandes filières et qu'on médiatise énormément les grandes filières et que les petites filières ont été un petit peu moins médiatisées et qui de ce fait ont peut-être subi un petit peu un retard. Par contre, on a su le rattraper et c'est très bien collectivement, comme l'a souligné Michael, on l'a très bien fait. Mais c'est du 2 centimes d'euros ramené à la bûchette que mange le consommateur. Alors c'est sûr que 2 plus 2 plus 2 plus 2, on arrive à faire une somme, mais quand même, c'est pas non plus quelque chose d'impossible, d'inimaginable et d'irréalisable. C'est une histoire, je l'ai dit, je l'ai écrit, de volonté, d'obligation et de résistance en quelque part. Jean-Baptiste, tu le fais très bien, et vous le faites très bien, des pouvoirs publics à dire maintenant ce coup-là on ne le lâchera pas. Et là, il ne faut pas lâcher, parce qu'effectivement, tout le monde est concerné. Alors, pourquoi on commence tout le temps par l'amont quand on parle de ces sujets-là? Parce que vis-à-vis du grand public, l'amont est toujours plus sensibilisateur
qu'est sensibilisateur un groupe comme Lactalis, Terra Lacta ou Agrial, parce qu'on sensibilise moins les consommateurs, on sensibilise moins le grand public, parce qu'il faut aussi qu'il y ait des aides partout. Je crois qu'on peut dire ici, très franchement, je ne l'ai jamais mis, mais toutes les négociations qu'on a eues jusqu'à présent, et toutes les négociations qu'on a les uns et les autres menées ont contribué à arriver à terme. Je suis conscient d'une chose, et je savais très bien ce que je faisais, on n'a jamais fait du 100% pour un et du 0% pour l'autre. On a tout le temps essayé d'avoir un certain équilibre pour l'un et pour l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, cet équilibre-là, et Jean-Baptiste va le dire mieux que moi, doit devenir un automatisme et doit devenir un équilibre réel de la part des grands distributeurs. Et ces fameux groupes, qui sont d'ailleurs les distributeurs ou les acheteurs de produits pour la RHF, ces gens-là, ben, c'est pas des gens tombés d'une branche ce matin et qui ont éclos dans la matinée. C'est des vieux renards. Ils savent tout à fait aussi bien négocier qu'on sait le faire nous et que savent le faire les commerciaux des uns et des autres. Ils vont faire en sorte de tenir le bout. Mais après, il faut qu'à la fois il y ait la volonté des industriels et la volonté des pouvoirs publics. Et j'ai envie de dire que je crois aux deux. Et c'est très sincère ce que je dis. Michael, vous vouliez rebondir? Pardon. Non, mais je vais juste, mais David a complété mon propos. Je veux dire, voilà, Egalim 2, il faut aussi bien avoir à l'esprit ce qu'il ne faut pas raconter, faut pas vendre du rêve. C'est que ça ne concerne qu'une partie du débouché. Hein. Donc, il y a sur les marques, c'est relativement bien encadré. Les MDD, on est dans un entre-deux qui n'est pas très sain. Et après, il y a tout l'export, il y a tous les grossistes, où là, il n'y a pas cet encadrement quand même. D'accord. Même si nous, la particularité par rapport à d'autres filières, c'est que l'encadrement pèse un peu plus en termes de pourcentage de débouchés que sur d'autres filières. Quoi. D'accord. Monsieur Moreau? Non, sur les marques distributeurs, il y a quand même des choses dans la loi, dans l'encadrement des prix. La MDD n'est pas totalement ignorée par la loi, que ce soit Egalim 1 ou Egalim 2. Il y a un certain encadrement qui n'est pas tout à fait le même, mais qui se rapproche de l'encadrement du reste des produits. Ça, qui est moins strict, moins... C'est un peu moins strict et c'est un peu plus compliqué. Mais le prix des matières agricoles reste sanctuarisé, que ce soit pour une MDD ou pour un produit plus classique. Mais après, là-dessus, ce que je voulais surajouter, c'est que dans Egalim 1, il y avait aussi l'encadrement des promotions, il y avait aussi le seuil de revente à perte pour éviter cette stratégie de la grande distribution qui fait en sorte que des prix toujours plus bas, on finit par non seulement ne pas en créer de valeur, mais la détruire. Et elle se détruit toujours au détriment des agriculteurs, parce que d'abord aussi sur les marges des industries agroalimentaires, hein, clairement, hein, qui aujourd'hui ont des marges qui ne sont pas suffisantes et certains, j'ai discuté avec certains responsables internationaux de grands groupes de l'agroalimentaire qui disent qu'ils préfèrent investir dans d'autres pays que la France parce que les marges en France ne sont pas suffisantes par rapport à ce travail de sable de la grande distribution depuis des dizaines d'années et depuis notamment la LME de 2009. Donc là-dessus, il faut qu'on inverse ces logiques, il faut qu'on accepte, il faut que le consommateur accepte un peu d'inflation. C'est pas un gros mot, l'inflation. Il y a un moment, comme le disait Jackie, voilà, les choses ont un coût. On ne peut pas toujours faire au plus bas du plus bas parce que sinon on détruit toute notre agriculture et on fait avec notre agriculture ce qu'on a fait avec notre industrie dans de nombreuses années, notamment avec la sidérurgie, c'est-à-dire qu'on n'en produit plus nous-mêmes et on importe pas cher d'ailleurs. Mais c'est pas ce qu'il faut. D'abord, ça pose un problème de suivi, de traçabilité de la qualité des produits, parce que c'est beaucoup plus difficile d'aller contrôler à l'autre bout du monde des produits que de contrôler ce qui se produit et ce qui se fait ici. Et puis, il y a une notion d'aménagement du territoire, que ce soit les agriculteurs, ils sont sur l'ensemble du territoire français, les PME agroalimentaires et les entreprises agroalimentaires, elles sont l'ensemble du territoire français, elles ne sont pas délocalisables, c'est des emplois qui sont sur nos régions et un peu partout, que ce soit en Creuse, en Limousin, en Poitou-Charentes ou partout. Et aujourd'hui, on a besoin de ces emplois-là, on a besoin de cette activité-là qui est essentielle, avec en plus nos consommateurs qui demandent de plus en plus de transparence, de plus en plus de garanties sur les méthodes de production et sur la qualité des produits. Et donc, on doit être en mesure aujourd'hui de rémunérer dignement nos agriculteurs pour d'une part pérenniser les exploitations qui sont présentes aujourd'hui et Jackie en a parlé tout à l'heure, aussi stimuler à l'installation parce que demain on a 50% des agriculteurs au niveau européen qui partent à la retraite dans les 5 ans. Donc aujourd'hui, si on veut réellement continuer à avoir une agriculture digne de ce nom,
qui produit pour nos consommateurs, mais aussi qui exporte. L'industrie agroalimentaire française et l'agriculture française, elle est demandée partout dans le monde. Les produits de qualité, que ce soit les produits AOP ou même les produits sous marque, ils sont demandés un peu partout dans le monde. Donc il faut continuer à avoir une vocation exportatrice. Il ne s'agit pas d'être vivrier. L'agriculture, si elle se... J'entends certains qui créer de la richesse, quoi, en fait. Qui nous expliquent qu'il faut fermer les frontières et arrêter d'exporter, arrêter d'importer, produire de façon vivrière. Ça, c'est la mort de l'agriculture dans les 6 mois. Enfin, je veux dire, il y a la plupart des filières, notamment les filières céréalières et autres, elles sont construites avec une part d'exportation qui permet de réduire les prix, notamment de l'alimentation animale. Donc, je veux dire, c'est une méconnaissance complète du fonctionnement de l'agriculture que d'expliquer que l'agriculture française pourrait se recentrer uniquement sur ses frontières. Elle a besoin d'échanger, mais il faut qu'elle échange sur une concurrence non faussée, c'est-à-dire avec les mêmes normes, et que si on importe des produits qui ne satisfont pas nos normes, soit on ne les importe pas, soit on les taxe tout du moins pour pas que le différentiel de coût de production aboutisse à une destruction de l'agriculture et une destruction de valeur en France, sur l'agriculture française. Très bien. Michaël, et puis peut-être dernier point avant de voir s'il y a une ou deux questions, c'est est-ce que, après ce que tu veux dire, comment vous ressentez là le climat commercial aujourd'hui, justement dans le cadre de la dynamique de la loi Egalim 2 qui vient d'être signée? Le climat commercial, bon, voilà, nous, les équipes appréhendent maintenant l'outil législatif. Il y a eu un gros travail juridique là-dessus. Voilà, aujourd'hui, chacun monte, c'est le début du combat quand même. Voilà, chacun monte la distribution, on nous dit hors de question, ce qu'on vous lâchera sur l'amont, vous le prendrez. Bon, mais ça. Mais l'État, je tiens à préciser que l'État sera là. L'État a contrôlé beaucoup plus l'année dernière qu'il contrôlait d'habitude, et de rebelote cette année, il va falloir que la grande distribution respecte la loi, parce que l'État va être là pour contrôler. Il y a des sanctions assez lourdes de prévues et il faudra les faire appliquer, parce que c'est ça aussi sur lequel se repose ce mécanisme-là. Voilà, c'est qu'il y a des lois, mais on les contourne et de toute façon, il n'y a pas de sanction au bout. Donc là, il faut que l'État mette un stop. Pour le coup, les pouvoirs publics ont leur rôle à jouer en la matière. D'accord, Michaël. Donc on est plutôt serein, mais bon, il faudra aussi que les pouvoirs publics acceptent et qu'il y ait des prix de vente consommateurs qui augmentent, parce que n'imaginons pas qu'on pourra passer du PVI comme ça sans qu'il y ait des prix de vente consommateurs qui augmentent. Ça, c'est clair. Ce que je voulais dire, ce qui n'a pas été évoqué, mais M. Moreau a devancé un peu mon propos, ce qui est central aussi dans ce qui se joue là, c'est pour nos jeunes. C'est pour nos jeunes. Le renouvellement. Parce qu'aujourd'hui, le paysan moi, ça fait 20 ans que je fais de la chèvre, ça va plutôt pas mal. Par contre, on a quand même un gros défi à relever en termes de renouvellement des générations, en termes d'installation. Et les facteurs d'inflation pour nos jeunes qui s'installent et qui construisent des bâtiments, ils sont tout aussi importants que les nôtres en entreprise lorsqu'on investit dans nos usines. Et qu'aujourd'hui, il est central de transformer l'essai, justement pour les rechercher cette valeur, parce que nos jeunes, et il y en a beaucoup qui circulent là, qui ont des projets à porter, compte tenu du coût des matériaux, etc., ils en auront bien besoin de cette valeur. Et quelque part, c'est l'approvisionnement en lait de nos dispositifs industriels qui se joue là pour dans 3-4 ans, si on n'est pas en capacité d'aller chercher la valeur. Si les jeunes n'arrivent pas à avoir confiance dans un prix du litre de lait rémunérateur, ils ne se lanceront pas, et donc dans quelques années, vous serez dans la peine pour produire. On est sur une bonne dynamique où le prix du lait progresse régulièrement, ça donne une confiance dans la filière, ça donne confiance aussi aux partenaires financiers, et je pense qu'il faut que collectivement, on continue comme ça à progresser. Peut-être trop doucement aux yeux de Jackie, mais sûrement à mes yeux. Trop vite, ça, c'est bien central, parce que ce qui est mortifère pour une filière, c'est les à-coups et les coups de yo-yo. Un coup, je prends 15, j'en enlève 20, j'en remets 30, j'en mets 50. Oui, un peu de stabilité. Les banquiers, ça, après, ils n'ont plus du tout de lisibilité. Et ce qu'il faut, c'est une stabilité à la hausse et puis qu'on progresse. Là, sans doute qu'il faut qu'on accélère un peu en lien avec les coûts de production. Bon, on verra comment ça va se passer. Mais c'est vraiment pour nos jeunes que c'est central. D'accord. Davy, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, un petit mot pour compléter les propos des uns et des autres. Pour déployer, optimiser Egalim 2, on a besoin des pouvoirs publics, évidemment, mais on a besoin du consommateur. Je pense qu'il y a un peu de pédagogie au niveau du consommateur pour aller chercher des centimes complémentaires. Je pense que c'est possible. Il faut que les prix de vente consommateurs augmentent de manière raisonnable. Et quand on explique aux consommateurs que derrière, c'est pour des jeunes, c'est pour de l'emploi, de l'aménagement du territoire, donc ça a du sens. Donc quelque part, l'outil législatif, on le valorise beaucoup mieux avec une forte pédagogie. C'est le rôle aussi de l'Interpro
Et on s'y attache aussi, hein. On a sorti un communiqué de presse là pour valoriser entre guillemets nos facteurs d'inflation, nos inquiétudes aussi sur la partie commerciale. Donc c'est une approche qui est collective et nous, entreprises, on jouera pleinement notre rôle pour aller chercher cette valeur ajoutée et la partager. Très bien. Messieurs, je vous remercie. Est-ce que peut-être vous avez une question ou deux dans le public? Est-ce que tu peux t'approcher, s'il te plaît, Mathieu? Bonjour. Monsieur Moreau, je m'adresserai peut-être principalement à vous, mais certainement pas que. On se félicite tous ensemble d'être des bons élèves au niveau de la filière caprine sur la contractualisation des produits laitiers. C'est fantastique. Il y a un deuxième aspect de notre métier qui est, vous le disiez tout à l'heure de vous-même, que la filière viande a beaucoup plus de mal à contractualiser. Et on n'est pas non seulement des producteurs de lait, on est aussi des producteurs de viande, notamment des producteurs de chevreaux. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que l'année dernière, le prix payé aux naisseurs a dégringolé autour de 10 centimes du kilo de pois vif. Donc c'est un cadeau qu'on fait aux industriels abatteurs, qu'on ne fait pas que en valeur de chevreaux, qu'on fait aussi en valeur de temps de travail, d'implication. Comment on peut faire, à travers Egalim, à travers le législateur, pour sortir d'une situation d'oligopole où 3 abatteurs se partagent grosso modo le marché à l'export principalement, un petit peu en France, puisque par ailleurs, depuis 10 ans, on a augmenté les niveaux de normes chez les abatteurs de volailles qui autrefois savaient acheter en ferme, abattre et livrer les clients, et proposaient à nous, éleveurs, des prix rémunérateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de faire machine arrière, de redonner une petite soupape à cette filière, de faciliter l'abattage pour redonner de la valeur à un produit qui est noble, élevé en ferme et valorisable? Alors, je ne suis pas le plus fin connaisseur de la filière chevreau pour vous dire la stricte vérité. J'ai été président d'un abattoir, mais qu'un abattoir qui était bovin et ovin, mais pas caprin. Mes collègues de Sodem et de Pierrepont seraient sans doute plus adaptés pour parler de ça. Mais globalement, ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, il y a une filière chevreau qui est beaucoup tournée sur l'export, avec une viande, grosso modo, qui est assez peu consommée en France. Hélas, on peut le regretter, hein. Je pense que là-dessus, il y a peut-être un travail à faire d'explication, notamment sur la viande. On en a dégusté ce matin et je ne vois pas pourquoi le consommateur français n'aimerait pas cette viande-là. Je pense qu'il y a un travail sans doute à faire là-dessus, mais la contractualisation, elle ne doit pas se limiter à l'abatteur. Et c'est le danger. Moi, c'est pour ça que dans les Gallimard, on n'avait pas été forcément sur la contractualisation obligatoire, parce qu'il ne faut pas que ce soit juste le premier acheteur. Il faut que ça aille jusqu'au consommateur. Et le problème sur les filières d'export, et on a la même problème en viande bovine ou en viande ovine, sur le taurillon, notamment sur la voie mâle, où il va falloir aller faire contractualiser des gens qui sont à l'extérieur du pays. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Le ministre de l'Agriculture, par exemple sur le brouta ou sur le taurillon, s'est donné jusqu'au mois de juin l'année prochaine pour essayer de faire contractualiser les Italiens. Je crois que sur le chevreau, c'est plus le Portugal, l'exportation principale. Il va falloir essayer d'aller discuter avec nos clients, mais il faut vraiment aller jusqu'au bout, parce que l'abatteur lui-même tout seul, qu'il soit 3 ou 4 ou situation d'oligopole comme vous dites, le problème c'est qu'au bout, il faut qu'il soit suffisamment fort pour influer sur le prix que va payer son client, parce qu'on est dans cette problématique-là aujourd'hui où clairement il faut aller au bout. Il ne faut pas que ce soit juste la coopérative qui achète ou le premier acheteur qui encaisse la totalité du surcoût, parce que sinon, si on déconnecte trop du marché mondial, on va mettre des acteurs en difficulté et ça ne va pas améliorer le sort des producteurs. Donc là-dessus, il faut contractualiser, oui, il faut contractualiser jusqu'au bout et essayer d'œuvrer, mais enfin voilà, il ne faut pas mettre tout sur le dos des abatteurs. C'est pas parce que j'étais président d'un abattoir, mais je peux vous dire que l'abattage proprement dit, c'est pas ça qui gagne le plus de fric. Ce qui gagne, c'est la cheville, c'est ce qui se passe derrière. Et sans doute qu'il y a un travail à faire aussi pour consommer davantage en France, parce que les consommateurs français veulent davantage de viande française. Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de leur faire manger de la chèvre aussi. Voilà, il n'y a pas de raison. C'est des habitudes de consommation, comme on doit leur apprendre à manger du jeune bovin. Et sur l'export, il faut... Alors, je ne connais pas bien le marché du chevreau sur les équilibres des forces entre les différents pays européens, mais je pense que la France n'est pas un des acteurs mineurs, voire un des acteurs majeurs sur cette viande-là, et donc elle doit être en mesure d'établir un rapport de force avec le consommateur final et avec les acheteurs et les importateurs portugais notamment.
Très bien, je vous remercie. Juste pour votre information, il y aura un Capri TV demain matin autour de la production et la commercialisation de viande de chevreau. Donc si la thématique vous intéresse, je vous invite à revenir ici même demain matin dès 9h15. Merci beaucoup. J'excuse Michael qui est parti, le président Rousset vient d'arriver et du coup il a dû s'absenter pour le rejoindre. Merci messieurs, merci à vous et à tout de suite pour une table ronde autour de l'emploi en élevage caprin. Merci beaucoup.